sous contrôle. Donc, je disais, donc, je me présente Christine Dufault, professeure à l'EPSI depuis quand même quelques années. Je suis responsable du programme de doctorat. C'est pour ça que c'est moi qui fais les présentations. Dans une vie antérieure, j'ai fait la maîtrise professionnelle à l'EPSI il y a quelques dizaines d'années de ça. On va arrêter de compter les décennies à un certain moment. J'ai fait aussi le programme de doctorat à l'EPSI. Donc, je connais bien l'enchaînement des différents programmes de l'EPSI. Comme je le disais, la première séance, cette idée des séances d'information-là, ce n'est pas la mienne. Je veux rendre à César ce qui appartient à César. Ce sont deux étudiantes actuellement au doctorat qui m'avaient dit que lorsqu'elles ont fait la maîtrise, elles auraient vraiment apprécié avoir ce type de séances d'information pour les appuyer, les soutenir dans leur démarche, avoir une idée un petit peu plus claire des choses. Dans la première séance, j'ai démystifié un peu ce qu'on entendait par un programme de doctorat de recherche et à qui ça s'adresse. Cette deuxième séance-là vise plutôt à regarder les aspects administratifs et structurels du programme et entre autres de la demande d'admission. Donc, le programme se structure ainsi. Je vais commencer par vous révéler la structure du programme de doctorat avec d'autres informations connexes. Vous parlez de la demande d'admission au doctorat, présenter quelques ressources et il y a une bonne période de questions qui est prévue de discussion où vous pourrez me poser des questions sur ce que j'ai présenté ou sur n'importe quel autre sujet en lien avec le programme de doctorat. Ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. On va donc commencer par la structure du doctorat. Donc, un doctorat, c'est un projet de recherche que l'on fait, bien sûr, dans un contexte d'apprentissage. Donc, on apprend à devenir des chercheurs. Vous avez peut-être fait un mémoire de maîtrise avant, c'est un début d'apprentissage du métier de chercheur ou de chercheuse, mais il faut aller plus loin dans un doctorat. Et c'est vraiment cette idée-là d'acquérir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être propres à la recherche, avant d'entrer donc dans le projet comme tel, qui est la colonne vertébrale de la structure. Donc, comme on le voit ici, c'est ça qui explique que la première année au programme de doctorat, à moins d'être à demi-temps, donc la majorité des gens le font à temps plein, ça veut dire que la première année, on a vraiment tous les cours, plutôt des séminaires doctoraux qui visent justement à aller acquérir les savoirs et les savoir-faire et les savoir-être utiles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux zones de connaissances à développer du point de vue d'un projet de recherche. Il y a des connaissances à développer du point de vue du sujet comme tel, bien entendu, donc plus disciplinaire, et il y a des connaissances méthodologiques à développer. Donc, c'est vraiment la logique qu'on retrouve dans nos cours. Habituellement, donc, sauf exception, cette année est une exception, mais sauf exception, à l'automne, donc, on a les deux séminaires suivants. Le séminaire ACI 7000, qui lui vise à donner un panorama des théories en sciences d'information avec un regard plus particulier sur des théories et des modèles qui peuvent être propres à votre sujet, donc plus l'aspect disciplinaire dont je parlais tout à l'heure, pardon, et le SCI 7002, méthode de recherche, qui lui vise à vous donner un panorama des principales méthodes de recherche que l'on peut utiliser en sciences d'information, et c'est quand même assez vaste parce que ça demeure une science des sciences qui sont interdisciplinaires, multidisciplinaires, avec un regard aussi un petit peu plus précis sur une première réflexion sur les méthodologies par rapport à votre propre projet de recherche. Ça, c'est l'automne. À l'hiver, il y a les deux autres séminaires doctoraux où on retrouve encore cette même logique d'un séminaire plus sujet et d'un séminaire plus méthodologie. Donc, le séminaire SCI 7001 est un séminaire de lecture dirigée. C'est un séminaire qui, cette fois, donc, j'ai oublié de mentionner, donc les deux séminaires de l'automne, ce sont des séminaires qui regroupent tous les étudiants de doctorat. Donc, tous les étudiants de doctorat sont avec le professeur ou la professeure qui donne le séminaire pour faire donc des réflexions, des discussions, différents travaux. À l'hiver, le SCI 7001 est différent du fait que c'est un séminaire uniquement vous et votre direction de thèse. Directeur, co-directeur, directrice, co-directrice, ça dépend vraiment de l'encadrement que vous avez. Donc, c'est vraiment beaucoup plus individualisé, les lectures dirigées, qui vous amènent à aller vraiment plus en détail, à commencer votre revue littérature plus en profondeur du côté donc de votre sujet de thèse. Et comme on le voit dans mon schéma, le SCI 7001 de lecture dirigée, c'est pas rare qu'il s'étire un peu aussi à l'été. Donc, la revue de littérature, des fois, peut prendre plus que simplement une session. Et vous avez le SCI 7003, qui s'appelle Conception d'un projet de recherche, qui est un séminaire de méthode de recherche, qui lui vise à vous faire préciser vraiment votre devis méthodologique pour votre propre projet.
Donc, c'est vraiment une continuité. Donc, le séminaire 7003 repose sur ce que vous avez fait auparavant l'automne, le 7000 et le 7002. Donc, il y a vraiment un enchaînement. On ne peut pas faire les choses dans le désordre. Donc, je vais le rementionner plus tard, mais ça me permet quand même dès maintenant de préciser que l'admission, en raison de cette structure de cours, l'admission au doctorat à l'EFSI n'est possible qu'à l'automne. Du fait de l'enchaînement des cours, quelqu'un ne peut pas rentrer à l'hiver parce que le 7003 a besoin du 7000 et du 7002 fait préalablement pour être le plus efficace possible. Et donc, l'été, souvent, donc, comme je le mentionnais, c'est le moment de finaliser la lecture dirigée. Ça, c'est la première année du doctorat. La deuxième année du doctorat, donc le moment clé dans la deuxième année du doctorat, c'est l'examen général de synthèse. Donc, et ça, c'est une obligation dans le règlement pédagogique de l'Université de Montréal. Tous les programmes de doctorat vont avoir un examen général de synthèse qui doit se faire au plus tard à la fin du 6e trimestre, à moins de circonstances particulières. C'est un examen qui vise à s'assurer que les connaissances sont assez maîtrisées du côté du sujet comme tel et du côté de la discipline des sciences de l'information pour donner donc le OK pour la suite donc de la thèse. Et l'examen général de synthèse, s'il n'est pas réussi, c'est la fin du programme de doctorat. Donc, ça se fait au plus tard à la fin du 6e trimestre. Certains vont le faire au 4e, donc à l'automne, à l'hiver ou à l'été. Ça dépend vraiment donc du rythme avec de votre cheminement doctoral. Ça peut aussi dépendre du fait, donc si vous avez par exemple fait un mémoire de recherche avant le doctorat et que vous gardez le même sujet, la revue de littérature est déjà en partie construite. Ça peut faire en sorte qu'un examen de synthèse arrive plus tôt. Si vous avez fait la maîtrise professionnelle, je rappelle, je l'ai dit la fois précédente, on peut rentrer au doctorat avec la maîtrise professionnelle, mais souvent, quand on a fait la maîtrise professionnelle, la revue de littérature, elle est elle est moins avancée, donc des fois, ça peut étirer un petit peu l'examen général de synthèse plus vers la 5e ou la 6e session dans le cheminement donc, doctoral. Et ça, c'est vraiment un moment qui est clé dans le cheminement doctoral, le fameux examen général de synthèse. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des questions à répondre. Il y a à la fois donc une épreuve écrite auquel le candidat, la candidate va apporter des réponses par écrit à des questions faites par son jury d'examen de synthèse. Il y a 42 jours pour répondre. Et sur la base de l'écrit, s'il est jugé acceptable, il y a une épreuve orale. Et là, il faut réussir l'oral aussi pour avoir le OK et la réussite de l'examen général de synthèse. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre souffle, on se repose un peu, mais on embarque donc la suite du doctorat qui va donc se décomposer notamment avec une proposition de recherche qui est donc tout de suite après l'examen de synthèse. La proposition de recherche vise du côté donc, du programme de l'EPSI de vraiment préciser le sujet de recherche et la méthodologie donc pertinente pour réaliser le projet. Donc, de toute façon, il y a des chapitres de thèse à rédiger où il faut rédiger sa revue de littérature, il faut rédiger son chapitre de méthodologie. C'est à ça que sert la proposition de recherche. Et la proposition de recherche, au moment où on commence la proposition de recherche, ensuite de la direction de thèse, on va avoir un comité de recherche qui va nous accompagner, qui est là pour, entre autres, juger de la proposition de recherche, mais qui est là vraiment de manière très collégiale pour soutenir donc l'étudiante à la proposition de recherche, mais aussi jusqu'à la fin de la thèse. Donc, le comité de recherche, il vit jusqu'à la soutenance. Il est dissous au moment du dépôt donc, de la thèse avant la soutenance. C'est donc un accompagnement qui peut varier dans la formule, mais quand même un accompagnement assez personnalisé. Ça, c'est la fameuse proposition de recherche. Lorsque celle-ci est acceptée donc, par le comité de recherche, là, on n'est pas dans un contexte d'échec ou de réussite. Il faut arriver à un certain moment à faire une proposition de recherche qui est jugée acceptable avant d'avoir la permission donc, de continuer. Et donc, une fois qu'on a la permission de continuer, là, on rentre vraiment dans le reste de la thèse et c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à faire de la collecte de données, qu'on va commencer à faire de l'analyse de données, qu'on va finaliser la rédaction donc, de nos chapitres qui ont été commencés dans la proposition de recherche. Là, on est dans une phase de finalisation donc, de la thèse. La thèse peut se faire soit en thèse dite traditionnelle, que l'on connaît plus habituellement, un chapitre de problématiques, une revue de littérature, un chapitre de méthodologie, un chapitre de résultats, un chapitre de discussion, une conclusion, qui est la forme traditionnelle de la thèse, où certaines vont aller vers ce qu'on appelle une thèse par article,
où dans le fond, le chapitre de résultats est remplacé par des articles qui ont été soumis pour publication ou publiés, qui ont été écrits principalement par, je dis principalement parce que des fois, il peut y avoir quand même du co-autorat du côté des articles dans la thèse, mais il faut que ça demeure donc sur le sujet donc, du doctorant, de la doctorante, et que cette dernière ou ce dernier soit vraiment le maître, le principal maître d'œuvre dans ces articles-là. Donc, on a le choix vers la traditionnelle ou la thèse par article. Donc, les deux se font. Et par la suite, bien entendu, on arrive à la fin, on fait la soufflance, et si tout se passe bien, en fait, on est bien fatigué et on veut passer à autre chose et au reste de notre vie de recherche ou professionnelle selon le cheminement que l'on a envisagé donc à la fin de la thèse. Vous vous demandez fort probablement maintenant quelle est la durée d'une thèse. Donc, je vais vous donner quelques repères au niveau de la durée des études d'une thèse de doctorat. Donc, la Faculté des arts et des sciences et l'Université de Montréal, en théorie, donc, souhaite une thèse qui se fait sur du 4 ans, comme on peut le voir ici sur mon illustration, qui est vraiment l'échéancier type qui est proposé par l'université, du côté, donc, et là, je vais juste trouver ma feuille, du côté, donc, de la théorie. Donc, on espère un doctorat en 4 ans. Un doctorat en 4 ans, donc, une année de séminaire, une année pour l'examen de synthèse et la proposition de recherche, une année, 2 années, dans le fond, l'année 3 et 4 pour faire la recherche et faire la rédaction. Dans les faits, d'un point de vue administratif, vous avez dans les faits, si vous êtes à temps plein, vous avez un 5 ans, donc 15 trimestres. Si vous êtes à demi-temps, vous êtes sur du 6 ans. Il suffit, si ma mémoire est bonne, Alain me disait que si vous avez une session à demi-temps, ça vous bascule sur du demi-temps. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Mais il faut faire attention. Oui, le demi-temps a l'air avantageux, mais demi-temps va vous couper sur certains financements. Donc, il y a des demandes, il y a des bourses qui vont demander du temps plein. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est une arme à deux tranchants de jouer sur le demi-temps. Donc, mieux vaut être à temps plein et faire les choses de manière plus forte et plus rapide que de tomber sur du demi-temps. Donc, vous avez donc, d'un point de vue administratif, un 5 ans. Si jamais après 5 ans, vous n'avez pas terminé, vous pouvez faire une demande de prolongation régulière d'1 an, une demande par la suite de prolongation exceptionnelle d'1 an, et on peut même aller vers un délai de grâce qui est de quelques semaines à quelques mois, ça peut varier. Bien entendu, prolongation régulière, exceptionnelle et délai de grâce demande des justifications, ce n'est pas accordé. La prolongation régulière, habituellement, c'est accordé assez rapidement. Prolongation exceptionnelle et délai de grâce, il faut vraiment bien justifier, avoir une lettre de la direction de thèse et tout ça. Et tout ça pour vous dire que vous avez quand même 5, 6, 7 ans et quelques semaines pour faire un doctorat. Et vous pouvez avoir potentiellement dans la partie en orange, qui est la scolarité régulière, des suspensions. Donc, vous avez droit jusqu'à un maximum de 3 suspensions régulières, où vous pouvez décider de dire, moi, j'ai besoin de reprendre mon souffle pour raison X, Y, Z. On prend une suspension régulière. Vous avez droit comme ça à 3 sessions qui ne sont pas obligées d'être consécutives, mais qui peuvent l'être. Donc, ça fait une année de plus. Mais il faut comprendre qu'en suspension régulière, on n'est plus inscrit là. Donc, on n'a pas nécessairement tous les accès, on n'a pas non plus droit à certains financements. Donc, la suspension régulière, il faut aussi bien y réfléchir. Et bien entendu, maternité et maladie aussi sont des suspensions qui peuvent arriver et qui font que le compteur comme tel du 5 ans va arrêter de tourner. On peut le voir de cette manière-là. Et en termes du plus long qu'on peut prendre, selon le règlement pédagogique, entre le début de l'inscription jusqu'à la fin, il y a un 10 ans. Après 10 ans, l'université fait, à moins d'avoir un plaidoyer extraordinaire et qu'on peut justifier qu'on a juste une session ou deux ou quelques mois pour terminer, qu'on est vraiment à finaliser les choses. Peut-être qu'on peut réussir à avoir un plaidoyer, mais c'est assez ferme sur du 10 ans et on peut comprendre un peu la logique. Surtout si la collecte de données remonte à plusieurs années. À un certain moment, les données peuvent devenir un peu moins pertinentes en raison du temps qui passe, mais honnêtement, il faut aussi faire un doctorat en moins de 10 ans. Là. Il faut passer à autre chose. Je vous dirais que les psy, 5-6 ans, il y en a un petit peu plus long, un petit peu plus court, mais je vous dirais autour du 6 ans, à peu près, du 5-6 ans, pour réussir à finaliser donc un doctorat. Ce qui peut ralentir le doctorat,
on se doute, bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des raisons personnelles. Il y a des fois des étudiants qui vont avoir un enfant, donc c'est sûr que ça ralentit. On peut malheureusement des fois avoir des problèmes de santé. Mais un des facteurs qui va jouer beaucoup, c'est le financement des études, qui fait que certains étudiants et étudiantes de doctorat doivent travailler beaucoup pendant le doctorat. Et c'est sûr que si on travaille beaucoup pendant le doctorat, bien, on ralentit le rythme du doctorat. C'est comme assez logique. Donc, en termes de financement, ce que je peux vous dire, donc actuellement, la Faculté des arts et des sciences est en train de revoir le financement intégré au sein des différents départements. L'EPSI est en train de travailler, est en train de finaliser sa réflexion sur le financement intégré. Je ne peux malheureusement pas vous donner des chiffres parce que ce n'est pas terminé comme exercice. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre autres, du point de vue départemental, chaque département reçoit une enveloppe donc, des ESP, études de supérieures et postdoctorales, et une enveloppe budgétaire du côté de la Faculté des arts et des sciences, donc pour les gens qui sont dans la Faculté des arts et des sciences. Ce sont des enveloppes budgétaires que l'on va utiliser pour donner des bourses aux étudiants dans nos programmes d'études de cycle supérieur, dont le doctorat, qui nous permettent donc d'attribuer, mais on s'entend que ce n'est pas assez pour vivre de ça. On n'a pas les reins assez solides pour donner 40 000 par année à tout le monde. Donc, il faut réussir à combler par d'autres sources de financement, le financement de base qu'on peut réussir à attribuer. L'EPSI a un ensemble de bourses sur lesquelles on peut postuler. Donc, vous avez déjà vu passer des annonces à ce niveau-là. Donc, les directeurs, directrices de thèse aussi, moi, je sais que je vais m'assurer que mes étudiants, mes étudiantes au doctorat postulent sur des bourses, par exemple, de l'EPSI. Il y a d'autres sources, donc, de bourses. Il y a des bourses qui sont plus, donc, des bourses des ESP, par exemple. Il y a différentes bourses à l'Université de Montréal, donc internes à l'Université de Montréal. Il y a bien sûr des bourses externes des grands organismes subventionnaires comme le CRSH, le FRQSC, pour en nommer donc les deux principaux qu'on retrouve souvent. J'ai mis ici plusieurs liens vers des répertoires de bourses. Donc ça aussi, c'est un des devoirs des étudiants, des étudiantes au doctorat, d'aller les scruter pour trouver donc des bourses et postuler. Et on encourage beaucoup donc les étudiants à faire le geste de monter des demandes de bourse. Certaines demandes de bourse sont quand même assez plus légères à monter, d'autres, un FRQ, un CRSH, c'est quand même plus de travail à monter, mais ça fait partie, entre autres, des compétences à développer quand on est au doctorat, surtout si vous pensez devenir professeur-chercheur. Ben, une fois professeur-chercheur, on est encore aussi à courir après du financement, mais là, ce n'est pas des bourses, c'est des subventions. Et donc, cette mécanique-là ben, se ressemble quand même. Donc, ce sont des acquis au niveau des compétences transversales qui sont très intéressantes donc, à développer. Et donc, on incite bien entendu nos étudiants de doctorat et nos étudiantes de doctorat à postuler sur des bourses. Il y a la clinique des bourses de l'université qui est là pour vous conseiller aussi. Vous pouvez soumettre vos demandes pour avoir des conseils, un regard extérieur. Les encadrants aussi vont pouvoir vous aider. Vos directeurs, directrices de thèse, donc vous relire ou vous donner des conseils. Donc, il y a quand même des gens qui peuvent vous aider parce qu'il y a une manière d'écrire, de demander du financement. Donc, on développe le spin, comme certains disent, dans la manière de demander de l'argent. Parce que c'est ça, on demande de l'argent, donc il faut convaincre. Il y a une manière de convaincre, bien entendu, parce qu'on n'est pas seul à faire des demandes et il y a donc une compétition qui est forte au niveau des demandes donc, de financement. On peut compléter aussi par des auxiliaires d'enseignement et de recherche, voire même des charges de cours, donc plus avancées dans le cheminement doctoral. Moins au début du doctorat, mais plus avancé, les charges de cours, effectivement, sont aussi une manière d'aller chercher un financement intéressant. C'est aussi des compétences intéressantes, surtout si on veut devenir professeur-chercheur, de se tester comme chargé de cours, voir si on aime prendre en charge un cours et gérer donc un cours. Les auxiliariats d'enseignement et de recherche peuvent être pris, bien entendu, plus tôt dans le parcours. Ça peut être intéressant pour faire de la correction, par exemple, dans des cours, pour faire de la supervision dans certains cours. Les auxiliaires de recherche, habituellement, c'est pour accompagner des professeurs de l'EPSI qui font de la recherche, ou même, je connais des étudiants de doctorat qui vont faire des auxiliaires de recherche pour des professeurs à l'extérieur de l'EPSI aussi. Donc, bien entendu. Vous avez des offres d'emploi qui vont passer, par exemple, sur le site de l'EPSI. Lorsque l'affichage pour les auxiliaires d'enseignement, avant le début de chacune des sessions, vous allez voir passer donc l'annonce comme quoi il y a des affichages. Donc, les étudiants de doctorat, bien entendu, sont invités à postuler pour aller chercher à la fois des sous, mais de l'expérience. Donc, c'est bien d'essayer. Donc, oui, il faut chercher du financement, mais autant que possible, essayer de viser
des tâches qui vous amènent à développer des compétences. Donc, et non pas d'aller vendre des fleurs. J'adore les fleurs, là, ça dépend vraiment. On n'est pas en botanique, on est en sciences de l'information. C'est un petit peu moins pertinent. Donc, ça peut être intéressant, donc, de creuser toutes ces pistes-là pour arriver à un financement, donc, qui vous permette d'avoir un minimum de tranquillité d'esprit. Ça aide à mieux avancer, bien entendu, dans un doctorat. Ça, c'est la question, donc, du financement. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, donc, et je tiens quand même à faire un point pour rassurer. Oui, un doctorat, à un certain point, c'est une expérience qui est un peu solitaire par rapport à son propre sujet. Surtout quand on avance et après la proposition de recherche, on se ramasse un peu plus isolé. Mais ne reste qu'il y a plusieurs intervenants qui vont vous accompagner tout du long du doctorat. Donc, on ne vous laisse pas seul à partir du début du doctorat. Vous allez bien entendu avoir votre directeur, directrice de recherche, co-directeur, co-directrice, s'il y a lieu, qui vont être là pour vous encadrer. Vous allez avoir d'autres professeurs à l'EPSI, donc ça peut être entre autres les personnes qui sont responsables des séminaires doctoraux, ça peut être les membres de votre jury, donc d'examen de synthèse, de comité de recherche, le jury de thèse. Il y a bien sûr la responsable de programme, qui est moi-même actuellement, donc et probablement pour encore quelques années. Donc, je suis toujours disponible pour répondre aux questions des étudiants et des étudiantes. La directrice de l'EPSI aussi fait partie de l'environnement, entre autres, pour certains aspects, pour les charges de cours et tout ça. Donc, la directrice est présente aussi pour vous accompagner. Le technicien et technicienne à la gestion des dossiers étudiants, donc c'est Alain, donc qu'on a aussi au doctorat. On a le plaisir d'avoir Alain au doctorat, comme vous l'avez pour les gens qui sont de la maîtrise. Vous l'avez à la maîtrise qui est là et qui fait un suivi extraordinaire sur les dossiers étudiants, je tiens à le souligner. Le responsable, bien sûr, des laboratoires de l'EPSI, parce que les étudiants de doctorat, à moins d'être associés, par exemple, à un professeur qui a son propre laboratoire, donc à l'EPSI, on a Vincent qui a ses espaces pour son laboratoire. Il y a une salle, il y a un laboratoire pour les étudiants de doctorat. Chaque étudiant de doctorat va avoir pour ses premières années, mais habituellement, ça peut s'étirer quand même assez longtemps selon le nombre d'admissions par année, mais il y a donc une place dédiée, un poste dédié informatique, avec des ressources, avec un certain nombre d'impressions qui viennent donc avec des ressources, mais le responsable des laboratoires de l'EPSI donc, est là, bien entendu, pour aider s'il y a des difficultés technologiques. Vous avez le personnel des bibliothèques qui vous accompagne avec Aminata qui habituellement vient rencontrer les étudiants de doctorat à la première session, qui fait vraiment un accompagnement vraiment très intéressant du côté de la recherche documentaire. Les ESP sont là aussi pour répondre à des questions, pour offrir du financement. Donc, vous voyez, vous n'êtes vraiment pas tout seul. Donc, et j'ai jamais pensé à l'écrire comme tel. Il faudrait que je repense. Ben, c'est ma bulle au milieu. J'ai mis, juste avant de revenir à ma bulle au milieu, le Bureau de la conduite responsable en recherche pour les étudiants, les étudiantes qui sont en contexte de collecte de données avec des humains. Bien sûr, on a un certificat d'éthique à aller chercher. Donc, il y a aussi ces interlocuteurs-là, ces interlocutrices-là pour nous aider parce que la demande de certificat d'éthique, des fois, si on a des contextes particuliers, peut soulever certaines particularités. Donc, on est bien encadré à ce niveau-là. Et là, je reviens avec ma bulle. Vous avez aussi vos collègues au doctorat. C'est sûr que la première année, on est plus en contact parce qu'on est dans les séminaires doctoraux, mais par la suite, le contact peut rester et va rester. Là, il y a des efforts individuels à ce niveau-là, mais je sais qu'habituellement aussi, il y a des rencontres qui sont faites, qui sont initiées, il me semble. De mémoire, à la première session, les étudiants qui sont là depuis quelques années vont faire un événement pour les nouveaux étudiants pour faciliter l'intégration. Ils ont une belle utilisation de Teams aussi pour faire des équipes générales ou par cohorte, je pense, pour avoir des espaces d'échange. Il y aura des activités. Donc, il y a tout ce soutien-là entre pairs qui est très intéressant, très important. Et à certains moments au doctorat, vous allez commencer aussi à aller présenter potentiellement dans d'autres universités. Donc, vous allez aussi avoir votre réseau dans d'autres universités. Vous allez, si vous travaillez comme auxiliaire de recherche sur les projets de recherche de vos directeurs, directrices, il y a aussi des équipes de recherche en arrière de ça. Donc, il y a une place à avoir donc des gens pour vous épauler et ça fait du bien d'avoir donc un soutien comme ça aux différents moments donc du doctorat. Je voulais prendre la peine donc de le dire. Bon, je vais maintenant prendre quelques minutes sur la demande d'admission. Donc, les critères d'admissibilité, donc à la base, donc il faut avoir un diplôme de maîtrise
ou l'équivalent en sciences de l'information, ou dans une discipline connexe. Donc, on peut admettre des gens qui viennent d'une autre discipline, mais des fois, ça peut amener à avoir des cours supplémentaires à faire. Il faut avoir au moins une moyenne au deuxième cycle de 3,3 sur 4,3 pour pouvoir, ou l'équivalent si vous venez d'un autre système que le système, donc, entre autres de l'Université de Montréal. Il faut donc s'assurer d'une connaissance de la langue française d'un niveau, donc c'est le niveau B2. Donc, selon les tests de français, il y a vraiment des tests de français qui sont faits. Si vous n'avez pas donc fait vos études en français préalablement, il y a donc des tests de français à aller chercher pour s'assurer d'avoir le niveau de français. Nos cours à l'EFSI se font en français. Mais bien entendu, la littérature de la recherche est en bonne partie en anglais, donc c'est pour ça qu'on demande une bonne connaissance de l'anglais écrit, donc la compréhension écrite, parce qu'il y aura, oui, des lectures en anglais. Et même si, oui, il y a peut-être des outils maintenant avec l'IA qui nous permettent de traduire les choses, mais d'une part, il faut s'assurer qu'on a les droits de verser des textes. Dans l'IA, il y a des droits d'auteur sur les textes. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans une IA pour de la traduction. Et à un certain moment, c'est parce qu'on n'est pas efficace. Il faut toujours reposer sur l'IA pour traduire des textes. Donc, pour quelques phrases, oui, mais pas systématiquement. Donc, on s'attend à avoir une bonne connaissance de l'anglais écrit. Et donc, bien sûr, bon, je me suis amusée parce que j'ai remarqué que ce qui est à la gauche, ça vient du site admission de l'Université de Montréal, et je remarquais que leur premier point référait aux conditions générales d'admissibilité du règlement pédagogique. Je suis allée voir, c'est l'article 93 qui rajoute rien de particulier par rapport à ce que j'ai déjà dit, qui lui renvoie à l'article 2, qui lui renvoie rien de nécessairement de particulier. Puis j'ai découvert l'article 125 qui dit entre autres qu'il faut présenter au niveau d'un doctorat de recherche une esquisse de projet de recherche. Il faut donc avoir un professeur ou une professeure qui encadre, bien entendu, au niveau donc de la direction de recherche. Le dossier de candidature, donc si vous êtes intéressé par le doctorat, vous voulez postuler, vous avez donc un dossier de candidature à faire. Vous avez un formulaire donc institutionnel pour la demande d'admission en ligne, incluant vos relevés de notes officielles. Vous avez à faire une lettre de présentation où c'est bien important d'expliquer pourquoi vous voulez faire un doctorat, expliquer pourquoi le doctorat à l'EFSI et dire c'est qui va vous encadrer. Dans notre doctorat, l'EFSI, on n'est pas un si grand nombre de professeurs que ça. On ne peut pas se permettre d'admettre quelqu'un qui n'a pas identifié un directeur de thèse. Identifier, c'est pas dire que vous allez trouver, il faut que vous êtes entendu avec la personne, que la personne a le temps, parce que ça peut être une question de temps. Ce n'est pas nécessairement une question de qualité du dossier. À un certain moment, on ne peut pas non plus en encadrer 50. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une réciprocité dans l'intérêt de l'encadrement. Donc, nous, on le demande dès le dossier d'admission. Vous avez un CV à mettre, donc avec bien sûr les classiques, le diplôme, expérience de travail, etc. Vous avez à inclure 3 lettres de recommandation, incluant une lettre de votre directeur ou directrice de recherche. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment l'avoir dès l'entrée au doctorat. Et vous avez donc, et c'est vraiment au cœur, une esquisse de votre projet de recherche. Donc, de 1500 à 2500 mots, c'est quand même relativement court, mais quand même, l'esquisse de projet de recherche vise à valider que vous avez déjà une idée d'un projet. Donc, on ne rentre pas au doctorat sans aucune idée de projet. De toute façon, si vous n'aviez aucune idée de projet, vous ne trouveriez personne pour vous encadrer parce que ça serait trop flou. Donc, il faut vraiment aller chercher une esquisse donc, de projet. Et on parle vraiment d'esquisse. On sait que vous n'avez pas fait le doctorat. Là. Donc, c'est normal que ça ne soit pas complet, mais il nous faut avoir une idée de votre problématique, l'objectif, donc l'objectif de votre projet, l'originalité donc du projet, les résultats que vous attendez, la bibliographie sommaire, donc vraiment, et inclure un échéancier provisoire et un plan de financement. Donc, l'esquisse de projet de recherche, moi, mon conseil, travaillez-y bien, faites attention à ce que vous soumettez, ça reste que le comité de sélection, ça reste des humains, donc un document mal structuré, ça ne donne jamais une bonne première impression. Donc, faites attention à bien couvrir tout ce qui est demandé. Donc, c'est vraiment écrit en clair sur le site de l'EFSI, ce qui est inclus dans votre esquisse de projet. Donc, faites attention à la qualité de votre français, c'est bien important. On veut voir si vous êtes capable d'argumenter et de construire un texte de manière intéressante. On veut voir aussi une certaine exploitation d'une littérature.
C'est pas une bibliographie de 250 documents, on s'entend, mais on veut que vous soyez capable de mettre de l'avant. Donc, et on le recherche quand on lit des esquisses de projets dans des candidatures. Une certaine littérature et une littérature qui est bien exploitée. Donc, on ne fait pas juste mettre une bibliographie, on l'associe avec des références dans le texte. Donc, il y a des manières qui sont donc attendues à ce niveau-là. Donc, faites bien attention donc à votre esquisse de projet. Valider, je sais que lorsque moi, des étudiants qui m'approchent pour les encadrer, je vais leur suggérer de me le soumettre pour que je puisse faire des commentaires. Et moi-même, honnêtement, je m'en sers pour des personnes que je ne connais pas qui m'approchent. C'est un premier terrain pour valider si on est compatible dans le travail. Et ça m'est déjà arrivé de dire, désolé, votre sujet est intéressant, mais on ne sera pas capable de faire 5 ans ensemble parce que nos méthodes de travail étaient trop différentes. Ça m'est déjà arrivé. Je ne dis pas que tous les collègues à des psys font comme ça, mais moi, j'avoue que c'est pour moi un terrain de jeu pour valider la capacité de collaboration. Moi, ça me sert à ça, mais ça permet aussi de faire des commentaires et donc de faire un projet qui est de plus grande qualité potentiellement de cette manière-là. Mais ça c'est à valider. Ce n'est pas nécessairement tous les directeurs, directrices potentiels qui vont faire ce travail-là. Un autre conseil que je vais me permettre, l'admission, comme je le mentionnais, est à l'automne uniquement. La date de dépôt, donc par exemple pour l'automne 2026, la première vague, c'est au 1er février. Donc, je conseille notamment, si certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui venez de l'international, oui, il y a une autre date après, habituellement au mois de mai, mais avec les délais maintenant pour avoir les permis d'études, pour réussir à venir étudier ici, au 1er mai, c'est fort probable que vous n'aurez pas les papiers à temps pour rentrer à l'automne. Donc, la date du 1er février, notamment pour les étudiants et les étudiantes du côté international, c'est vraiment la date donc à viser. Et je vous dirais que même si vous n'êtes pas de l'international, on n'a pas non plus une capacité à admettre 10 nouveaux étudiants dans une année. Donc, on peut à un certain moment faire un choix selon l'ordre d'arrivée. Donc, il peut y avoir à un certain moment. Donc, si au 1er février, on a déjà atteint notre quota, ben, 1er mai, désolé, on n'aura plus de place. Là. Donc, sans vouloir mettre de stress, soyez quand même consciente de ce facteur-là. Ce qui veut dire que si vous y pensez sérieusement, tardez pas trop à approcher quelqu'un. Donc, un professeur, une professeure pour valider donc l'intérêt, parce que le 1er février, ben, ça arrive quand même assez vite. C'est à travers ce que vous avez d'autres dossiers à faire. Même chose du côté de la personne que vous allez approcher. Et moi, je conseille toujours, donc si vous avez, entre autres, si vous avez de la difficulté à identifier qui pourrait vous encadrer, je peux vous aider à ce niveau-là. Vous m'écrivez, on peut se rencontrer, vous me jasez un peu, vous m'envoyez l'idée de votre sujet. Et moi, je connais assez bien mes collègues pour pouvoir dire, ben, je pense que vous êtes plutôt dans les terrains de jeu d'un tel ou d'une telle. Ça peut servir. Et ce que je conseille toujours quand vous approchez quelqu'un, ayez au moins peut-être une page recto verso où vous avez décrit un peu votre projet. Ça va aider la personne à déjà voir est-ce que c'est dans mes terrains de jeu et voir l'intérêt. Et même si vous avez déjà écrit votre esquisse de projet, vous pouvez l'envoyer dans un premier contact. Ça peut être une manière justement de montrer le sérieux de votre démarche et d'avoir du concret sur du côté donc du projet pour avoir une idée si on peut s'embarquer ou non. Comme je l'ai mentionné, donc, il y a plusieurs sources d'informations. Donc, il y a des sources sur le site de l'EPSI, bien sûr, sur le site, donc, Admission de l'Université de Montréal. Vous allez trouver de l'information. On a un guide étudiant sur le site de l'EPSI aussi. Et je le mentionnais, je suis une des personnes ressources. On n'hésite pas à m'écrire, à me passer me voir si vous êtes actuellement à la maîtrise. Essayez de trouver mon bureau qui est caché dans le coin. Dépassé. Moi, je suis dépassée le café étudiant. Là. Je suis un petit peu cachée, mais on réussit à me trouver. Il y a le téléphone aussi, mais honnêtement, ce n'est pas la manière la plus simple et la plus rapide de me rejoindre. Le téléphone, le courriel est beaucoup plus rapide pour me rejoindre. Mais n'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions pour en savoir plus sur le doctorat. C'est ce que je voulais vous passer comme information. Ce serait le temps maintenant donc, de vous passer la parole. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais donc ici passer la parole, voir s'il y a des questions donc, dans la salle. Donc, je vois le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, pas pour l'instant. Ou bien tout était clair, tout était beau. J'espère que je n'ai pas découragé personne. Au contraire. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux poser une question à l'oral? Est-ce que ce serait correct? Est-ce que vous m'entendez? Je pense pas.
Moi, je vous entends. Ah, vous m'entendez? OK. Je ne sais pas si Mme Dufour m'entend en ce moment, par contre. Sinon, je vais la poser à Est-ce que c'est l'écrit, la parce qu'on question. n'entend pas de notre côté ou est-ce que c'est le micro qui... Est-ce que, Constance, est-ce que tu essaies de parler parce qu'on n'entend rien de notre côté? Il y a une participante qui essaie de parler. Est-ce que tu l'entends? Euh, Est-ce que vous m'entendez en ce moment? Sinon, je vais écrire mes questions. C'est bon, oui, là, on a fini, mais je ne sais pas pourquoi le micro. OK. Je vais essayer de voir ici le micro. Essayer de monter le son. Excusez, ça ne sera pas très long, là. Donc, on a un petit souci. Valérie, est-ce que vous pouvez essayer de parler? Oui, est-ce que vous m'entendez en ce moment? Est-ce que ça fonctionne? Sinon, je peux écrire les questions. Je vais l'écrire. Oui, on peut en essayer un autre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, merci. Ah oui? Ah, OK, fantastique, merveilleux. Oui, mais sinon, j'allais écrire la question. Fait qu'un grand merci pour la présentation sur l'heure du dîner. C'est vraiment très intéressant, Madame Dufault. J'aimerais avoir votre idée sur les débouchés suite au doctorat. Moi, j'ai pas assisté à la première rencontre, donc c'est la première que j'assiste sur le doctorat à l'EPSI. Puis j'aimerais vous entendre sur les débouchés potentiels par la suite suite au doctorat, s'il vous plaît. Donc, les débouchés sont à la fois du côté académique ou du côté professionnel. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous visez, vous, comme débouché. Donc, du côté académique, bien sûr, ce sont des postes de professeurs-chercheurs. Je vais être honnête, très souvent, ils vont demander un postdoctorat. Donc, il faut des fois, si on vise la carrière de professeur-chercheur, c'est pas rare qu'il faut faire un postdoctorat après le doctorat, d'un an ou deux. Moi, j'ai fait un postdoctorat de juste une année. Des fois, c'est 2 ans. Donc, pour aller chercher encore plus d'expérience du côté de la recherche. Et il faut être donc à l'affût, bien sûr, des affichages. Donc, il n'y en a pas nécessairement 50 qui vont s'ouvrir dans une université. Là, il faut être à l'affût, il faut être potentiellement prête des fois à changer de ville. Parce que, bon, par exemple, à Montréal, ben, oui, on a quand même la chance d'avoir 2 universités qui donnent les sciences d'information, avec McGill et avec le psy, mais il n'y en a pas non plus, on n'a pas 50 poches chacun par année. Donc, des fois, il faut chercher un peu à l'extérieur, donc de Montréal. Nos diplômés se sont placés jusqu'à maintenant. Donc, oui, à Montréal, certains du côté d'Ottawa, certains à l'international aussi. Donc, certains étaient des étudiants internationaux, ils sont retournés au pays. Donc, des fois, il faut sortir un peu des murs, mais oui, il y a des débouchés à ce niveau-là. Du côté professionnel, il y a donc certains milieux qui vont reconnaître la plus-value d'un doctorat. Je sais qu'on a des gens qui se sont placés, par exemple, comme professionnels agents de recherche, parce que c'est cherché pour ça, au niveau des bibliothèques de la ville, de Montréal aussi. Donc, un doctorat dans certains contextes professionnels ou à bac. Du côté de Bibliothèque et Archives Canada. Donc, ce sont des endroits qui vont être sensibles justement à la plus-value d'avoir des compétences au niveau de la recherche, de l'analyse et de la synthèse. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond. Merci beaucoup. J'avais aussi d'autres questions pour savoir les principaux défis rencontrés par les étudiants. Je me demandais, tu sais, est-ce qu'au niveau des certificats éthiques, est-ce qu'il peut y avoir des délais pour l'obtention? Est-ce qu'il y a beaucoup de révisions aussi? Les délais, comme s'il y a des comités de lecture aussi. Fait, je me demandais, est-ce que ça aussi, c'est un enjeu? Vous avez parlé au niveau de l'enjeu financier pour le financement, mais je me demandais aussi s'il y avait d'autres défis à ces niveaux-là. Oui, ben, il peut y avoir différents défis. Effectivement, le défi des fois des certificats éthiques peuvent survenir lorsqu'on on veut, par exemple, avoir des contacts avec des clientèles particulières. Donc, moi, j'ai souvenir d'une de mes étudiantes qui faisait son étude dans le milieu de la santé. Et dans le milieu de la santé, du côté éthique, il fallait les certificats d'éthique de chacun des 3 milieux où elle est allée, plus le certificat d'éthique de l'Université de Montréal. Donc là, ça a fait des couches éthiques et il fallait avoir des répondants dans les milieux de la santé. Je pense que ça lui a pris 9 mois pour avoir tous les certificats d'éthique avant de pouvoir commencer la collecte dans les milieux. Donc, si vous avez un contexte avec des enfants mineurs aussi, des personnes avec des déficiences, donc vraiment, dès qu'on est avec des clientèles avec un potentiel de risque, là, effectivement, les démarches du côté éthique peuvent être un petit peu plus longues, mais on a des gens pour nous conseiller, on a des gens pour nous aider justement à raffiner nos argumentaires, à préciser nos instruments de collecte qui vont nous aider. Mais effectivement, ça peut être un défi qui peut arriver du côté éthique pour les gens qui font de la collecte auprès des humains.
Sinon, il y a le défi, bien sûr, comme je disais, le gros défi, c'est souvent le financement qui fait qu'on est obligé de travailler et ça nous ralentit. Il faut être conscient aussi que, oui, la charge de cours, c'est une bonne idée si on veut devenir professeur-chercheur, mais il faut être conscient que la première charge de cours, bien honnêtement, on ne travaille pas beaucoup sur le doctorat en même temps. Donc, il y a des comme ça, mais c'est quand même une compétence intéressante à aller chercher à ce niveau-là. Donc, et là, j'essaie de penser, il y a des défis personnels aussi qui arrivent. Mais sinon, bon, habituellement, il y a pas de. Je pense que ça fait le tour des principaux défis. Parfait, merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, Question dans le chat. Christine, tu veux-tu la lire ou je te la lis? je vais la lire. Donc, je vais dire, le Novo demande, je ne sais pas c'est qui le Novo, mais il demande bonjour, serait-il possible de suivre les cours en ligne pendant les 2 premières années du doctorat à l'EPSI? Actuellement, les cours à l'EPSI sont des cours en présentiel. Donc, à part, bon, on s'entend, si on a des étudiants, personnellement, je donne des séminaires. Un séminaire d'hiver, si j'ai des étudiants, j'en ai déjà eu qui restaient très, très loin. Il y a une tempête de neige, je permets de le faire à distance. Mais la dynamique, elle est prévue pour la discussion, est beaucoup plus porteuse en présentiel. Donc, à part exception comme la grève actuellement ou des tempêtes de neige, les cours ne se font pas à distance pour l'instant dans le programme actuel. Ce sont des choses sur lesquelles on va réfléchir à la révision du doctorat qui s'en vient, donc probablement l'année prochaine, pour voir si on peut ouvrir. Mais pour l'instant, d'un point de vue pédagogique, c'est un choix vraiment qu'on a pris d'avoir des cours qui sont en présentiel. Ce qui fait qu'effectivement, quelqu'un qui embarque dans le programme de l'EPSI, ben, il y a minimalement 2 sessions où il faut avoir un pied à terre à Montréal. Donc, pour pouvoir faire les séminaires doctoraux, à part, comme je le disais, certaines exceptions. Une autre question. Le demi-temps, est-ce que les cours de méthode de recherche se donnent juste à l'automne, les conceptions de projets de recherche seulement l'hiver? Oui. Les cours, les seuls pour lesquels on a eu des exceptions au fil des années, mais c'est pour une question de disponibilité des enseignants, c'est le 7000 et le 7001 qui ont été des fois inversés. Donc, traditionnellement, le 7000 est à l'automne, le 7001, ce sont les 2 cours sujets, le 7001 est à l'hiver. Dans les 2 dernières années, on a dû inverser pour une question de disponibilité des enseignants, mais les 2 cours de méthode de recherche doivent nécessairement se faire dans cet ordre-là. Le premier cours de méthode de recherche qui est à l'automne parce qu'on a besoin du panorama plus large, et c'est à partir de ce panorama plus large-là que je peux faire, c'est moi qui donne le cours de l'hiver de conception d'un projet de recherche, j'ai besoin que celui-là soit fait en premier. Donc, pour les gens, donc à demi-temps, c'est sûr qu'à demi-temps, il faut prendre le temps de bien s'asseoir, entre autres avec direction de thèse, avec la responsable de programme, pour bien planifier les choses. Donc, et faire les choses dans le bon ordre. Mais ces 2-là, effectivement, doivent se faire exactement, un à l'automne, l'autre à l'hiver. On n'a comme pas le choix. J'espère que ça a bien répondu, Valérie, à votre question. Y a-t-il donc d'autres questions tout aussi pertinentes que ça? Oui, il y a un endroit qui liste, je peux même vous le montrer, je vais partager mon écran si vous me permettez, et c'est une excellente question. Juste retrouver le partage d'écran. Je vais partager mon écran 30 secondes pour vous montrer où ça se cache sur le site de l'EPSI. Donc, sur le site de l'EPSI, allons chercher ici le site de l'EPSI. Sur le site de l'EPSI, donc, je vais tout accepter. Si vous allez dans la recherche, vous avez ici le lien « Nos étudiants au doctorat ». Et cette page-là, vous allez avoir tous les étudiants avec les titres provisoires de projet, avec la personne ou les personnes qui les encadrent. Et même certains vont avoir une petite flèche vers un site. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui ont un site académique, là, qui vont présenter plus avant leur projet. Donc, ça peut être effectivement, c'est une excellente question. Ça vous permet de voir actuellement quels sont les sujets. Donc, ça peut vous aider, entre autres, à cibler une direction de thèse. Et vous avez bien sûr, donc, dans la section thèse et mémoire, là, vous allez retrouver la liste à la fois des thèses et des mémoires, mais de regarder les thèses, ça peut vous donner aussi des idées, donc, de sujets de thèse qui se sont faits et de qui ont encadré, donc, ces sujets de thèse-là.
D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions qui vous viennent après, comme je l'ai dit, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin du côté du comité des conférences midi. Eh ben, merci à Madame Dufour, puis merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je vous invite à surveiller la page Facebook ou vos courriels pour les informations sur la prochaine conférence midi qui aura lieu le 2 décembre. Puis, bonne journée à vous tous et à vous toutes. Oui.